Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis sur ce square de la République pour célébrer le 9 mai, la fête de l'Europe. Je veux tout d'abord remercier la mairie de Poitiers qui nous permet d'organiser cet événement dans les conditions techniques optimales. Et c'est une bonne chose pour nous tous d'être réunis ainsi. Donc, le 9 mai, vous savez, c'est la fête de l'Europe. Elle est organisée par le Mouvement européen 86, donc, qui est une association qui œuvre dans deux directions. D'une part, la pédagogie européenne. Il s'agit d'aller vers les citoyens, d'aller vers les scolaires pour parler d'Europe, pour leur parler de la citoyenneté européenne, leur faire découvrir ce qu'est l'Europe, à la fois en termes institutionnels, mais au-delà, en termes plus concrets. En cela, nous sommes agréés par l'Éducation nationale. Et une deuxième vocation, c'est une vocation plus militante, parce que le mouvement européen réunit et fédère des Européens partisans d'une construction européenne, je dirais, approfondie, voire, dans certains aspects, fédérale. Donc ce sont des bénévoles. L'organisation d'aujourd'hui et les événements qu'on organise au cours de l'année, c'est pris sur le temps personnel des gens. Et il y a un certain nombre de bénévoles qui sont très investis dans cette association. Je veux saluer notamment Michel, qui est ici et qui prendra la parole tout à l'heure, Jean-Claude, Pierre, Jean, trésorier, et Claude France qui nous a rejoint aussi, elle est ici, elle nous a rejoint, elle n'a pas pu participer pendant plusieurs mois. Et puis il y a un certain nombre, je vais en oublier, Bernard qui est ici et qui représente aussi le maire de Buxerolles parmi nous. Donc je veux les remercier et leur dire que nous allons toujours progresser puisque notre association gagne en adhérents. On a doublé le nombre de nos adhérents au cours de la précédente année et donc c'est quand même quelque chose de satisfaisant. Le mouvement européen, c'est une histoire longue, ça date de 1948, le congrès de La Haye. C'était des dirigeants politiques d'envergure, des ministres, des premiers ministres qui s'étaient réunis pour dire il faut bâtir l'Europe. Puis ensuite il y a eu évidemment le 9 mai. Nous, en tant que mouvement européen, on a autour du 9 mai deux actions principales, cet événement et une exposition que nous tenons au centre commercial Beaulieu pour une promenade, plus connu sous le nom de Géant Casino, et où nous allons à la rencontre du public pour distribuer les documents et exposer. Une exposition qui s'appelle l'Europe, pourquoi, comment. Et nous le faisons en partenariat avec Europe Direct Vienne, qui nous fournit l'exposition. Il y a d'autres événements autour du 9 mai. Le CRIJ Europe Direct organise également cet après-midi un café linguistique à 15h. Je crois que c'est 64 rue Gambetta. J'ai vu Maryse Delaunay, elle me confirme. C'est bien ça. Donc en face, l'église Saint-Porcher. Et donc je vous incite tous à participer à ce café linguistique. Deuxième événement, c'est le 25 mai. Alors c'est un peu plus loin, c'est à Loudun, où il y aura un débat sur la PAC, animé par M. Dominique Breillat, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, car il est à Stockholm, et où interviendront M. Benoît Biteau, vice-président du Conseil régional, M. Patrick Seyss, donc un expert européen en matière d'agriculture, et M. Nicolas Turquois, qui est présent aussi parmi nous aujourd'hui. C'est le 26 mai, d'accord, le 26 mai, au centre socioculturel de Loudun. Donc voilà. À la mairie. Ah, alors, on va dire le centre socioculturel. Donc à la mairie, salle des fêtes de la mairie. D'accord. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que, comme nous le disait la préfète hier, lors de la célébration du 8 mai, le 8 mai a permis, ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale a permis l'avènement de la construction européenne. Cette tragédie de la Shoah
est malheureusement aussi l'un des éléments qui fait que les Européens se sont unis et ont voulu construire ensemble une Europe de paix entre les peuples. Ce 9 mai est donc aussi ce symbole-là. L'Europe s'est construite sur une histoire commune, sur des valeurs communes, mais aussi elle doit se construire sur un avenir en commun, parce que les enjeux d'hier ne sont pas les enjeux d'aujourd'hui. Et l'Europe doit sans doute muter dans sa forme pour répondre aux difficultés que nous connaissons, mais surtout répondre aux défis du monde d'aujourd'hui, avec des mastodontes tels l'Inde, tels la Chine, tels les États-Unis. L'Europe doit s'unir pour, dans certains domaines, faire contrepoids à ces puissances et surtout pour préserver son modèle de civilisation fondé sur les droits de l'homme, fondé sur la protection sociale, qui nous sont chers à tous et qui, si nous ne sommes pas capables de nous mettre en commun pour avoir suffisamment de puissance, peuvent être remis en cause. Mais l'Europe aussi est travaillée, on le sait, de l'intérieur, par des forces pas toujours très favorables, on le sait, et il faut nous mobiliser pour convaincre les citoyens de la justesse de cette construction et de sa pertinence. Donc je vais pas être plus long et je vais céder la parole à Michel Henry et à Johan Hulk qui vont vous donner lecture de quelques extraits du texte prononcé par Robert Schuman le 9 mai 1950, texte qui avait été, vous le savez, rédigé en grande partie par Jean Monnet, qui est originaire de notre région, puisqu'il était cognacais. Donc j'invite Michel et Johan à parler. Merci Philippe. Donc je rappelle un peu le contexte du texte que nous allons lire. 9 mai 1950, la guerre est finie depuis 5 ans et 1 jour. Et Jean Monnet et Robert Schuman donc jettent les premières bases de ce qui pourrait être une coopération européenne, avec l'idée un peu d'une politique des petits pas, c'est-à-dire qu'en commençant à mettre en commun des intérêts économiques, on créera une solidarité de fait qui, petit à petit, espérait-il, devrait aboutir à une construction de plus en plus, à une coopération de plus en plus étroite pour arriver, si possible, à une construction politique. Alors, les choses ont avancé depuis, évidemment. Mais la première étape, ça a été donc cette proposition de communauté européenne du charbon et de l'acier, donc très orientée sur la production, sur l'économie. Et donc nous allons vous lire à 2 voix les principaux extraits de cette déclaration qui date maintenant de 65 ans, si je compte bien. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de porter immédiatement l'action sur un point limité, mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne, et changera le destin des régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre, dont elles ont été les plus constantes victimes. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible.
L'établissement de cette unité puissante de production, ouverte à tous les pays qui voudront y participer, aboutissant à fournir à tous les pays qu'elle rassemblera les éléments fondamentaux de la production industrielle aux mêmes conditions, jettera les fondements réels de leur unification économique. Cette production sera offerte à l'ensemble du monde, sans distinction ni exclusion, pour contribuer au relèvement du niveau de vie et au progrès des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation d'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d'intérêts indispensables à l'établissement d'une communauté économique et introduit le ferment d'une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes. Par la mise en commun de production de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix. À l'opposé d'un cartel international tendant à la répartition et à l'exploitation des marchés nationaux par des pratiques restrictives et le maintien de profits élevés, l'organisation projetée assurera la fusion des marchés et l'expansion de la production. Les principes et les engagements essentiels ci-dessus définis feront l'objet d'un traité signé entre les États. Les négociations indispensables pour préciser les mesures d'application seront poursuivies avec l'assistance d'un arbitre désigné d'un commun accord. Celui-ci aura charge de veiller à ce que les accords soient conformes aux principes et, en cas d'opposition irréductible, fixera la solution qui sera adoptée. La haute autorité commune chargée du fonctionnement de tout le régime sera composée de personnalités indépendantes, désignées sur une base paritaire par les gouvernements. Un président sera choisi d'un commun accord par les autres pays adhérents. Des dispositions appropriées assureront les voies de recours nécessaires contre les décisions de la haute autorité. Merci. Merci à Michel et à Joanne. Michel est l'un des fondateurs du mouvement européen dans la Vienne. Joanne, j'ai oublié de vous le dire, est au lycée du Bois d'Amour. C'est une lycéenne qui prépare un Abibac. Tu peux peut-être nous le décrire ou tu veux que je le fasse? Tu veux le faire? Vas-y, fais-le. Explique-nous ce qu'est l'Abibac. Donc l'Abibac, c'est un double bac, donc composé du bac allemand, l'Abitur et du bac français. Et donc sur 3 ans, on a l'histoire géo en allemand et aussi beaucoup d'heures d'allemand dans la semaine, ce qui me permettra ensuite, à la suite, d'avoir donc l'équivalent du bac allemand, donc le même diplôme, et de faire mes études ensuite, si nécessaire, à l'étranger, en Allemagne. L'année prochaine, on vous lira la déclaration en allemand. Alors, je vais maintenant donner la parole aux différentes personnalités qui sont parmi nous. Je veux remercier la présence des nombreux élus de Poitiers et de l'agglomération aujourd'hui. Je remercie aussi la présence de Franz Joubert, qui est le président d'une association qui s'appelle Sauvons l'Europe et qui a des buts tout à fait convergents aux nôtres. Donc, je vais donner la parole à Marie-France Pruvot, qui est l'assistante parlementaire d'Elisabeth Morin-Chartier. Elisabeth Morin-Chartier ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais elle nous a laissé un texte dont Marie-France doit nous donner lecture. Chers amis, en ce jour de fête de l'Europe, je tiens à saluer l'engagement du mouvement européen de la Vienne, mais aussi celui de tous les acteurs de l'Europe dans notre département. Le travail d'information des citoyens que vous faites est plus que jamais utile et nécessaire. L'Europe a apporté la construction de la paix, mais aussi une vraie préservation de la liberté et de la démocratie. Mes collègues députés européens qui ont vécu derrière le rideau de fer nous le rappellent régulièrement. Participer aux élections européennes est un devoir. Elles sont l'expression de cette liberté et de la démocratie, et l'Europe est un phare pour les peuples qui vivent à nos portes. Aujourd'hui, l'Europe doit faire face à des réveils nationalistes exacerbés par la crise. Un tiers du Parlement européen est composé de députés europhobes et eurosceptiques. Nous devons lutter sans relâche contre cet affaiblissement parce qu'à l'heure de la mondialisation, notre seule adresse est l'Europe.
Tous ensemble, nous devons renforcer le marché unique européen, construire l'Europe sociale, mais aussi développer une véritable éducation européenne. Ce n'est pas le moment de remettre en cause l'apprentissage des langues vivantes. Au contraire, il faut donner aux jeunes des armes pour favoriser leur mobilité et les aider à s'insérer, à progresser dans la vie professionnelle. Pour cela, la pratique des langues vivantes est essentielle. Alors, en ce jour de fête de l'Europe, parlons européen, pensons européen, bougeons, c'est notre meilleure assurance pour l'avenir. Je donne maintenant la parole à Bernard Cornu, adjoint au maire de Poitiers. Merci. Je voudrais vous transmettre d'abord le message d'Alain Claes qui accorde à cette journée évidemment une importance particulière et qui, vous le savez, est un ardent militant européen, un ardent militant de l'Europe. Ça fait longtemps que ça dure, tout ça, on entend les dates. On voit que depuis le charbon et l'acier, beaucoup de choses ont avancé, que beaucoup de choses sont maintenant mises en commun au niveau européen. C'est parfois facile dans certains secteurs, mais c'est beaucoup plus difficile dans d'autres. Et on a le sentiment un peu paradoxal à la fois de très grandes avancées, d'une prise de conscience, d'un esprit européen, et en même temps qu'on est encore loin en termes de frontières, en termes de valeurs, d'avoir encore mis en place tous les idéaux de Robert Schuman et d'autres à l'époque. Je crois que lorsque, comme aujourd'hui, on fête l'Europe, on porte à la fois un regard sur le passé et un regard sur l'avenir. On célèbre le passé, on célèbre tout cet héritage commun que nous avons avec ces pays européens, toute cette culture commune. Nous célébrons une histoire qui a été compliquée, qui a divisé l'Europe, mais qui l'a aussi construite d'une certaine manière. Mais en même temps, nous célébrons ces valeurs communes qui ont un sens dans le continent européen et que nous cherchons jour après jour à mettre en œuvre. Mais surtout, me semble-t-il, lorsqu'on fête l'Europe, ce que l'on souhaite faire, c'est manifester l'espoir que nous avons, le grand espoir que nous avons pour l'avenir. Parce qu'après tout, l'Europe, ça continue d'être des enjeux extrêmement forts, des enjeux économiques, on le mesure chaque jour, des enjeux sociaux, des enjeux d'accueil de population, des enjeux d'échange et des enjeux politiques. Le principal enjeu politique, c'est d'arriver à se rendre compte que beaucoup de problèmes maintenant ne peuvent plus trouver leur solution à l'échelle d'un pays, mais doivent trouver leur solution à l'échelle où ils se posent, et bien souvent c'est l'échelle européenne qui est pertinente. L'Europe, c'est la nécessité d'une vraie gouvernance européenne qui dépasse nos gouvernances nationales sans les renier, sans renier les particularités, les caractéristiques et les valeurs de chaque pays, mais qui permettront de traiter les questions à l'échelle où elles se posent aujourd'hui. L'Europe porte une partie de nos espoirs, notre espoir pour le monde de demain, qui sera un monde certainement plus ouvert, nous l'espérons, plus accueillant, plus fraternel, et l'Europe trouvera sa place dans le monde tout entier. Je vous remercie. Donc, je vais céder la parole à Cyril Sibert, qui est conseiller régional, donc qui représente le président du conseil régional, excusé aujourd'hui. Merci Philippe. Monsieur Bernard Cornu, représentant Monsieur Alain Claes, député maire de Poitiers, Mesdames, Messieurs les élus, chère Catherine, députée de la Vienne, Mesdames et Messieurs, la belle idée de l'Europe que nous défendons, que nous fêtons aujourd'hui, est avant tout une aventure humaine, faite de convictions pour celles et ceux qui ont voulu assurer durablement la paix dans notre pays. Dans nos pays, opposés violemment dans l'histoire, et les commémorations d'hier sont là pour nous le rappeler. L'Europe nous protège désormais. Trop souvent stigmatisée par ses directives, et il en faut, elle veille à l'équilibre et au développement de nos territoires. Institution paraissant souvent lointaine, elle est trop souvent méconnue dans ses actions, mais à l'œuvre pourtant au quotidien dans nos cadres de vie, par les politiques contractuelles avec les collectivités et notamment les régions. À Poitiers comme ailleurs, bien des projets ne pourraient voir le jour sans l'appui de l'Europe. Des équipements de télémédecine dans les hôpitaux ruraux comme à Loudun, à la lutte contre l'illettrisme dans des modules de formation, et sans oublier les grands projets d'infrastructure comme le viaduc de la gare de Poitiers ou les labos de recherche de l'Université de Poitiers.
Aujourd'hui, comme toutes les régions de France, la région Poitou-Charentes est gestionnaire des fonds européens. La région entend ainsi accroître sa capacité d'intervention par la mise en cohérence entre les besoins du territoire, les priorités définies par la région, le projet qu'elle porte, et les interventions de l'Europe. Ce sont près de 763 millions d'euros qui seront disponibles d'ici 2020 au titre des différents fonds européens, dont 685 millions qui seront gérés directement par la région. Les fonds européens constituent un véritable levier pour nos territoires, un tremplin pour l'innovation, l'invention dans tous les domaines, et ainsi une réponse aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. En Poitou-Charentes, il s'agit donc de libérer la créativité, soutenir l'innovation, lever les freins au développement des PME et renforcer leur compétitivité, accroître les liens entre recherche et entreprise et renforcer les transferts de technologies, accompagner fortement la transition énergétique et l'économie circulaire, puisque Poitou-Charentes a le programme français qui consacre la part la plus importante à cette thématique, avec plus de 36% du programme. Également agir pour la préservation de la biodiversité comme un enjeu aussi important que le développement économique et l'emploi. La région a défendu auprès de l'Europe le caractère structurant de cette thématique. Dans le domaine de la formation, permettre l'accès de tous à l'éducation, la possibilité pour tous de se former tout au long de la vie, mais aussi à la vie sociale et à l'exercice de la citoyenneté. L'ensemble de ces dynamiques, d'ici 2020, devra permettre de faire émerger des projets valorisants et dynamisant le territoire de Poitou-Charentes. Les programmes européens sont donc une opportunité pour tous les acteurs, associations, entreprises, élus et par leur intermédiaire les citoyens. Merci à cette Europe qui se construit. Et pour terminer mon propos, je ferai une citation de Jean Monnet, artisan de la construction européenne. Rien n'est possible sans les hommes, mais rien n'est durable sans les institutions. Je vous remercie. Merci Cyril. Je vais maintenant donner la parole à Catherine Coutel, députée de la Vienne, qui va conclure les allocutions des personnalités. Merci. Merci. Il n'était pas prévu que je parle, donc je n'ai pas préparé de discours. Mais moi, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je salue toutes les personnalités. Je salue Elisabeth Morin pour son combat pour l'Europe. Je me posais la question en nous voyant dans ce square ce matin, le 9 mai, pourquoi sommes-nous ce nombre? Peut-être y a-t-il plusieurs raisons. Et, alors, il y en a une toute matérialiste, si je puis dire, c'est la fin des vacances dans cette zone et il y a un pont. Donc, ça peut aussi relativiser la date et le fait que beaucoup de Poitevins sont absents. Il y a peut-être deux raisons. Ceux qui se disent l'Europe, elle est installée, elle a 50 ans, 60 ans, c'est plus la peine de se mobiliser pour l'Europe, ou ceux qui sont tellement dubitatifs qu'ils se disent ça ne vaut plus la peine de se mobiliser. Ni l'une ni l'autre des attitudes ne peut nous satisfaire, nous qui sommes là, militants de l'Europe et croyants dans l'Europe, mais je pense qu'il est toujours nécessaire de l'expliquer, de la défendre et de dire les enjeux. Moi, je voudrais juste vous dire un mot. Je suis très frappée. Lorsque nous débattons d'un certain nombre de textes au Parlement et que l'on vient les expliquer à nos concitoyens, ça m'est encore arrivé cette semaine, et on nous dit oui, mais ça, on ne va pas y arriver tout seul. Mais non. Non, on ne va pas y arriver tout seul. Les immigrants qui traversent la Méditerranée, l'Italie seule n'y arrivera pas. La Grèce qui doit se sortir de sa crise, seule elle n'y arrivera pas. Les droits des femmes qui doivent progresser, chaque pays n'y arrivera pas tout seul. Donc nous le voyons bien, un grand nombre. La taxe financière, j'écoutais hier une émission sur la taxe financière. On ne va pas la poser seule dans un seul pays. Donc nous le voyons bien aujourd'hui. Nos destins sont croisés, nos destins sont entrelacés. Et l'Europe doit se poursuivre, doit se continuer. Alors, elle connaît des difficultés parce qu'à le 27, il est difficile de décider. Et il est surtout difficile de décider rapidement dans un monde qui va si vite. Or, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire. C'est toute la complexité de la situation. Mais je peux vous assurer que l'Europe, lorsque nous sommes à l'extérieur, nous la sentons et nous la vivons. Lorsque je vais avec la ministre du droit des femmes à l'ONU défendre ce droit des femmes à travers le monde, leurs droits sexuels et reproductifs, leur droit à ne pas subir de violence, leur droit à accéder aux postes de pouvoir et de gouvernance, nous le sentons bien, il faudrait, et nous ne sommes pas encore en état de le faire, il faudrait que l'Europe parle d'une seule voix.
parce que les forces réactionnaires dans le monde, les forces conservatrices, les forces qui ne veulent pas que les femmes soient égales des hommes, ces forces-là, elles sont puissantes, organisées, et c'est elles qui finissent par avoir le dernier mot. Donc nous avons la nécessité, y compris sur des thèmes dont nous pensons peut-être en France qu'il n'y a plus vraiment de problème, il faut que sur ces thèmes-là, l'Europe aussi parle d'une seule voix. Donc pour toutes ces raisons, je pense que cette journée du 9 mai vaut la peine de continuer, vaut la peine d'être perpétuée, et je remercie les associations, les bénévoles, tous ceux qui sont investis dans ce qui peut paraître à certains de nos concitoyens comme plus utile ou inutile, ça n'est jamais utile. Et je termine en reprenant les premiers mots du texte que vous avez lu et du texte de Schuman. À l'origine de l'Europe, ceux qui pensaient l'Europe pensaient qu'elle était indispensable à la paix mondiale. Que dire de plus aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons? L'Europe est indispensable à la paix du mondial, et nous sommes tous, nous, citoyens d'Europe, indispensables à la paix mondiale. Merci pour cette intervention. C'est la deuxième édition de cette célébration de la Journée de l'Europe, et je crois qu'on est quand même un peu plus nombreux que la dernière fois. On était au Cordelier la dernière fois, ce qui permettait de faire un étau, et je pense que là on augmente notre truc. Donc tu nous incites, Catherine, à perpétuer cette célébration, et nous la perpétuerons, et nous mobiliserons encore plus l'année prochaine. Pour conclure cette petite cérémonie, deux choses. D'une part, Mathieu, qui va nous jouer l'Ode à la joie, qui est l'hymne européen. Et à l'issue de cette petite élément musical, nous rejoindrons l'hôtel de ville, le salon du blason, pour un verre de la fraternité européenne. Et je souhaite une nouvelle fois remercier monsieur le député maire, président de l'agglomération de Poitiers, Alain Claes, de nous avoir énormément facilité la tâche pour l'organisation de cette célébration.